pour vous présenter, alors je pense que vous êtes assez nombreux, peut-être, si vous êtes là, à connaître Robert, mais très rapidement, quelqu'un qui est rentré dans la police, mais complètement par la petite porte, hein, puisqu'il poussait des chariots. Et puis après, ça a été la BRB, donc la Brigade de répression du banditisme, la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, les sections antiterroristes, la section antiterroriste de la Brigade criminelle, le service de protection des hautes personnalités, il en a protégé plusieurs. Et puis il a travaillé donc sur les affaires Guy Georges, Gang des Barbares, l'affaire Mera, les Didi aussi, non? Un peu, oui. Ouais, un peu. Non, mais pas trop. Non, mais j'ai travaillé sur... Ce qui est écrit en 4e de couverture est vrai, mais comme je dis à chaque fois, le travail de flic, c'est pas un flic. Le Colombo, en France, n'existe pas. C'est un travail d'équipe. C'est pas un gars qui va résoudre toutes les affaires. Et l'accumulation j'ai eu la chance de participer, c'est une chance, je sais pas, mais la vie a fait que je me trouvais à des postes dans des services spécialisés, et à chaque fois il s'est passé ces affaires-là, et à chaque fois j'ai participé à ces affaires-là. Ok. L'enfance, pourtant, et le départ, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été de tout repos, des débuts difficiles, et ça commence fort, j'allais dire, donc né sous père inconnu. De père inconnu. Et puis il y a un personnage qui est Edgar, et j'ai été assez surpris du fait que vous n'en ayez pas été plus traumatisé, parce que quand même, vous a fait vivre... Ouais, enfin, le traumatisme, tout compte fait, je m'aperçois que, je crois que c'est Tahar Ben Saal qui parle du bénéfice post-traumatique. Tahar Ben Saal est un chercheur chez Harvard, et il a développé ça récemment, et je me suis dit, tiens, mais quelque part, depuis presque 60 ans, je suis dans le bénéfice post-traumatique. À savoir, c'est sûr que j'ai vécu un traumatisme, c'est sûr que mon enfance a été, on va dire, douloureuse, mais cette enfance douloureuse, moi je m'en suis servi comme un tremplin. Le traumatisme, je vous explique, Rémi, moi j'estime que le traumatisme, on le porte sur les épaules. On a un traumatisme, on l'a sur les épaules, on l'a sur la tête, sur les épaules, et étonnamment, moi le traumatisme, je l'ai mis sous moi, et je me suis dit c'est un trampoline, et à chaque fois que je sautais dessus, je rebondissais plus haut, et j'ai toujours rebondi plus haut. Alors donc le traumatisme, dès l'instant où on s'aperçoit que on le regarde, on ne le revit pas, je le regarde et je saute dessus. Et plus je saute, plus je vais haut. C'est très intéressant parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples et de personnes qui rongent leurs freins avec ma maman ne m'aimait pas, je prends cet exemple-là, etc. Et qui ont vécu des choses peut-être moins difficiles que ce que vous avez vécu, et de dire ça m'a servi comme trampoline. Ouais. Moi souvent quand j'entends, et Dieu sait, et je parle, il y a ici un ancien collègue qui est dans la salle, et il sait de quoi je parle, quand on entendait des gens et que les gens nous disaient « Ah oui, mais lui, il a une enfance malheureuse ». Alors je levais le doigt, je disais « Moi aussi, j'ai une enfance malheureuse ». C'est pas pour autant que je suis tombé de l'autre côté, c'est pas pour autant que j'ai commis des actes répréhensibles et ignobles. C'est pas cette notion-là. Alors, c'est pas le sujet du soir, mais ça serait quand même intéressant, cette fameuse résilience, de savoir quels sont les éléments qui ont fait que ça a basculé du bon côté, quoi. Alors, c'est sûr que c'est pas l'objet de cette réunion, mais ça en fait partie. Oui, bien sûr. Parce que ça m'a forgé quelque part. Ça a forgé ma personnalité. Ça a fait que, grâce à ça, je dis bien grâce en plus à ça, grâce à ça, j'ai pu me rendre compte que on pouvait blesser des gens de façon autre qu'avec une arme ou avec quelque chose. Lorsque je me regarde, j'ai dû être blessé. J'ai été blessé. Il y a des paroles qui tuent, hein. Voilà. Effectivement. Donc, on va parler de votre don, de la guérison, etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de la police, parce que
dans cet espace, on parle souvent des soins, etc. Mais de la police, on n'en a jamais parlé. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre parce que il redore un peu le blason de la police, hein, la grande famille, l'esprit d'amitié, puis surtout la rectitude, la façon de... Bon. Et ma perception, c'est que on a quand même, alors je ne sais pas si c'est depuis les ripoux, les années 80, etc., je ne parle pas pour moi, mais je dis d'une façon générale d'un population française, il y a une image de la police qui n'est pas forcément... L'image de la police, ça dépend de comment on rencontre la police. Lorsqu'on rencontre la police alors qu'on vient de commettre une infraction routière, la police, c'est tous des cons. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et ils comprennent rien, ils savent pas, non, j'ai pas chevauché la ligne, non, il était orange, et ainsi de suite. Enfin bon, c'est des situations particulières. Mais la police, on la rencontre aussi, c'est monsieur l'agent, vite, vite, il m'est arrivé ça, et de voir arriver le policier qui vient soulager, qui vient aider, qui vient accompagner, qui essaye de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs d'un cambriolage ou d'une simple ou autre, ça change complètement la vue de la police. Ensuite, comment l'image de la police s'est dégradée, c'est pas dur, hein, c'est surtout par les politiques. C'est les politiques actuelles qui, et certains... je vous dirais que ce livre-là, moi, ce qui m'a incité à l'écrire, pendant 10 ans, Tigrane, je l'ai vu arriver dans mon cabinet, je ne savais pas qui c'était, je lui ai fait un soin, et dès l'instant où on a commencé à parler, que je lui ai dit que j'étais un ancien flic, il m'a dit « Ah, vous devriez écrire votre histoire ». C'était il y a plus de 10 ans. J'ai mis du temps avant d'écrire ce livre. Quelque part, ce qui m'a incité, c'est un homme politique que je nomme pas, mais que vous allez tous le reconnaître, qui a dit que la police tuait. Ah oui. Mais comment un politique peut imaginer que le matin, un homme normalement constitué, une femme normalement constituée, met à sa ceinture un revolver et dire « Ah chouette, aujourd'hui je vais tuer quelqu'un ». C'est inimaginable. C'est inimaginable. Voilà, y a pas de tueur dans la police. Il y a des actions que mènent les femmes et les hommes au sein de la police, des actions de réaction à quelque chose. Ouais. C'est toujours une réaction à quelque chose. Parfois, la réaction, on peut considérer qu'elle est trop forte, on peut considérer qu'elle est exagérée, mais il faut se rendre compte que l'action, c'est une fraction de seconde. Oui, et puis les actes en face aussi sont de plus en plus violents et il y a de moins en moins de règles, de lois et de... Moi, j'ai eu la chance d'être donc dans la police judiciaire parisienne, dans ces services que vous avez cités, où c'était, si on sortait l'arme, c'était avec la certitude qu'on pouvait s'en servir. Voilà. Donc, sortir une arme, c'est pas anodin. Le gars qui sort l'arme, dès l'instant où vous la sortez, c'est une responsabilité parce que vous êtes dans la possibilité de vous en servir. Et là, ça change complètement la donne. C'est une certaine forme on sort pas l'arme pour fanfaronner. On sait que c'est un acte, on sait que c'est un acte fort. Après, s'en servir, c'est un acte encore plus fort. Moi, je m'en suis servi. J'ai blessé des gens, j'ai pas tué, j'ai blessé des malfaiteurs. J'ai pas blessé la maman qui ramenait qui promenait son enfant, non, mais j'ai blessé des malfaiteurs, j'ai tiré sur la voie publique. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai été entendu par l'IGS et la légitime défense a été reconnue. Parce que la légitime défense pour un flic est la même que pour vous. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de régime, dans l'exercice de... il n'y a pas c'est la même chose, la légitime défense est la même pour un simple citoyen que pour la police. La réponse à de mémoire, la légitime défense, c'est la réaction doit être proportionnelle à... D'accord, ouais. À l'acte premier. Alors, une autre question sur la police. On dit, ou en tout cas, moi je l'avais entendu dire, que la France est une des meilleures polices du monde. Ouais. Est-ce que c'est encore vrai? Et pour quelle raison, selon vous? Elle l'est parce que
Il faut savoir qu'au sein de la police nationale française, nous avons un organisme qui forme des polices à l'étranger, mais de nombreuses polices à l'étranger sont formées par des fonctionnaires de police et de France, et qui se déplacent et qui vont faire des formations, au même titre que les écoles de police françaises reçoivent des auditeurs étrangers. Donc oui, la police la police française, pourquoi elle est réputée dans le monde? Parce que c'est une police républicaine. On oublie que c'est une police républicaine. C'est quelque chose où la plupart des fonctionnaires qui composent cette police sont tous avant tout républicains. Avant d'être flics, ils sont républicains. Ouais, d'accord. Donc, avec les 3 mots, la République, liberté, égalité, fraternité, qui est franchement quelque chose de fort. La police française, moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans des pays étrangers pour donner de la formation, pour vendre de la formation de policiers. Et les policiers étaient étonnés. Chez nous, il y a très peu de corruption. Et elle doit exister, mais c'est vraiment à la marge. Oui, c'est vrai que le nombre de polices à travers le monde où il y a une corruption énorme, il suffit d'aller dans certains pays et vous vous faites arrêter par le fonctionnaire. Vous savez que si vous présentez le passeport avec un billet de X à l'intérieur, il va ouvrir et il va regarder le passeport, il va prendre le billet et puis vous partez. En France, non. Ouais. En France, ce genre d'action, c'est quasiment impossible. Ouais, je comprends. Bon, et puis il y a aussi, il y a eu quand même, je m'attendais à ce que vous alliez me dire, c'est peut-être là que je voulais vous amener, il y a beaucoup, j'allais dire, d'inventions et d'initiatives de la police scientifique qui ont été quand même initiées en France. Oui, qui ont été initiées en France, mais ça c'est un aspect particulier de la police. Il y a eu beaucoup de créations françaises, l'ADN, la reconnaissance génétique et ainsi de suite, la recherche génétique, la recherche... on est toujours en train d'essayer de chercher. Il faut savoir qu'en France, on a quand même une capacité énorme à essayer, la police française, à toujours anticiper ce que la partie adverse va mettre devant nous. Ouais, okay. On essaye toujours c'est comme un jeu d'échecs. On essaye de comprendre le coup suivant avant de mettre nos billes dans le même panier. Et donc de l'anticiper, de mettre des garde-fous et de s'y préparer. On est rue de Vaugirard, ça doit vous évoquer quelque chose. Tout à fait. Bon voilà, je ne sais pas si vous voulez dire un mot dessus, mais... Voilà. Rue de Vaugirard. Mais oui, si, rue de Vaugirard, ça a été ma première enquête d'essai lorsque j'étais dans le commissariat de Saint-Lambert, qui est pas très loin, qui était dans un square à côté du square Saint-Lambert, rue Le Courbe et rue de Vaugirard pour les Parisiens. Donc rue de Vaugirard, ma première enquête d'essai, c'est là que j'ai rencontré la première fois la mort, et c'était une forme de bizutage quelque part. Voilà. Ouais. Donc bon, c'est très bien expliqué dans le livre. L'idée, c'était pas de le développer maintenant, mais c'était un clin d'œil, quoi. Alors, ce qui va peut-être nous intéresser, c'est les qualités particulières ou pas que vous avez au sein de la police. Et mon sentiment, ça a été que votre capacité de perception, l'intuition, etc., ça a été complètement intégré par vos collègues et ils en ont tenu compte. Bien évidemment, vous dites, à un moment, vous tirez, justement, en ville, c'était où il y avait ces 2 personnes qui étaient devant un bureau de poste, ouais, etc. Et pour vous justifier auprès de votre hiérarchie, c'était en pleine rue, je resitue un peu le contexte. Donc il tire 2 ou 3 fois, il y avait du monde partout. 5 fois. 5 fois. Et vous dites, je l'ai senti. Ouais. Bon. Mais on a l'impression que quand vous expliquez ça à vos collègues et à votre hiérarchie, ah bon, mais s'il l'a senti, alors ça va.
Ça a été, ce terme, je l'ai senti, c'est le début d'une amitié certaine avec l'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Pechner, parce que lui, il était jeune commissaire de police, et quand il rentre dans mon bureau, dans le bureau que j'occupais, dans le 8e arrondissement à l'époque, il rentre et il dit « Je voudrais bien connaître le fou qui a tiré, je voudrais bien savoir qui est le fou qui a tiré dans la rue. » Je lui ai dit « C'est moi ». Alors il m'a regardé, et on s'est regardé dans les yeux, et il m'a dit mais pourquoi vous avez tiré? Et je lui ai dit, mais parce que je l'ai senti. Et de manière régulière, même lui il le répète, il dit, mais de la façon dont je l'ai dit, c'était sûr, il n'y avait pas d'équivoque, il n'y avait pas de danger à ce que je tire dans cette situation-là, et la preuve, je l'ai senti. Oui, oui, mais alors, enfin, ça appelle une autre question. Est-ce que parce que vous avez quand même... Avant l'action, Rémi, si vous permettez, avant l'action de tirer, il y a quand même l'anticipation de percevoir qu'il va se passer quelque chose. Oui, parce que si on le sent très bien. Si je reste à un poste d'observation qui était le mien, je n'aurais pas tiré. Et je ne serais pas intervenu si j'avais pas senti, si je n'avais pas anticipé le moment où j'allais tirer. Ah ben oui, oui. Mais est-ce que, donc ça appelle une autre question, est-ce que parmi vos collègues et au sein de votre carrière, ces capacités de perception, ça ne vous a pas aidé dans votre progression? Parce que vous avez commencé en poussant des chariots, et puis vous avez fini chef de cabinet du directeur de la police nationale. Donc c'est une belle progression. Donc il y avait toutes les qualités au niveau de la technique, de l'apprentissage, ok, tout ça très bien. Et décidément, c'est pas de bol. Mais est-ce que justement cette intuition, ça vous a pas quand même aidé à de multiples reprises à dénouer des affaires que peut-être sans recours à cette intuition très certainement, très certainement. C'est même certain. Ça m'a permis ça m'a permis de participer à des actions qui ont permis au groupe de résoudre des affaires par une information ou par des informations que je captais et que visiblement j'étais le seul à capter à l'intérieur du groupe. Donc dire que j'ai fait toute ma carrière grâce à ça, non. Non, certainement pas. Oui, c'est plutôt l'aide de ces perceptions différentes du monde ou ces informations qui me venaient à l'époque dans les enquêtes, et de ne pas refuser d'avoir ces informations et de les donner. Et de faire participer tout le monde à ça. Oui, mais j'imagine que ces capacités, elles sont quand même assez largement partagées dans la police. C'est-à-dire que c'est toujours un mélange entre les informations objectives que l'on a reçues, les synthèses, et puis de temps en temps, une intuition qui arrive et qui vient consolider ça. Vous devez pas être le seul. Ce qu'on appelle le flair, c'est quand même une réalité. Évidemment, le flair est une réalité. La notion de perception de quelque chose qui vient d'ailleurs, je ne sais pas si tous les flics le développent de cette façon-là. Arriver à mettre les termes que je mets dessus, c'est vrai que j'ai rencontré des flics au sein de la police nationale qui avaient des capacités complètement différentes des miennes, à savoir ils tiraient des cartes, ils avaient des lectures automatiques, ils avaient tout ça. Mais au-delà de ça, le flic en tant que simplement son flair ou autre, le flair c'est peut-être une intuition. Ce que vous me disiez sur le flair, c'est une intuition. Maintenant, mettre des mots dessus, il y en a peu qui le mettent. D'accord. Et est-ce que au sein de la police, justement, on le travaille, ça? Je vous pose la question, Robert, parce qu'on a reçu ici de multiples intervenants, et en particulier un qui nous a parlé de l'Institut Monroe aux États-Unis, où il nous expliquait qu'il avait suivi toute la formation là-bas et qu'il y avait tout la garde rapprochée des présidents des États-Unis. Les gardes rapprochés et les gardes moins rapprochés, c'est-à-dire ces personnes qui, quand il y a
une foule lors d'un discours, sont face à la foule, les yeux fermés, et qui captent sur des milliers de personnes qu'il y a un danger qui va venir là, parce qu'ils se sont mis en position. Et donc, bon, on ne va pas développer le sujet, mais c'est juste pour savoir, est-ce que la police, elle exploite ça? Est-ce que vous creusez? Non, non. Il n'y a pas un organisme au sein de la police nationale qui développe ce genre de choses. Moi, je connais des services de police qui font appel à des médiums, parfois pour retrouver des éléments d'enquête, ou pour retrouver un corps, ou pour retrouver... Après, il faut se méfier, quoi. Moi, vous savez, j'étais vraiment à la section antiterroriste en 97 lors de l'attentat de Port-Royal. J'en parle dans le livre. Il y avait une cellule téléphonique, mais on recevait, je sais plus, mais 150 appels par jour de gens qui avaient une info. Donc, et à chaque fois, on allait vérifier l'info. Vous imaginez? À chaque fois, et c'était notre rôle d'aller... donc, il y avait un groupe enfin, il y avait des groupes de fonctionnaires qui allaient vérifier des infos. Ouais. Et donc, quelque part, on peut pas on n'occulte pas la possibilité qu'un médium trouve quelque chose, mais on ne joue pas avec le médium. On ne peut pas jouer qu'avec ça, bien sûr. On ne peut pas jouer qu'avec ça. Il faut un tissu un faisceau qui permet de... Ouais. Alors j'évoque ça parce qu'on a eu ici des personnes qui nous en ont parlé, etc. Mais il y a eu une cellule aussi aux États-Unis, sans doute en Russie, peut-être aussi ici, des personnes qui font de la vision à distance, et on a retrouvé des personnes emprisonnées dans un pays exotique parce que les personnes qui se mettaient en connexion voyaient la vue qu'il y avait à partir du balcon de l'appartement où la personne était enfermée. On a dessiné toutes les baies, les immeubles, la hauteur, et ils ont retrouvé des personnes comme ça. Il y a un avion aussi qui s'est écrasé, c'était en République démocratique du Congo, donc une forêt équatoriale immensissime. On a donné la carte à 3 ou 4 personnes qualifiées de cette manière-là, qui toutes ont défini un périmètre de 1 cm² et on a retrouvé l'avion. Voilà. Donc, bon, visiblement, dans la police, il n'y a aucune recherche dans ce sens-là. À ma connaissance, il n'y a pas de service ou de personnes qui se disent, tiens, on va pouvoir essayer de déterminer au sein de la police nationale ou prendre des... Je vous le redis, je l'ai vécu, il y a des fonctionnaires qui font appel à des médiums. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est individuel, c'est particulier, ce n'est pas une généralité. Le droit français, vous savez, est quand même bien bordé. Et le droit français, il va falloir expliquer comment on a trouvé l'info et le coucher sur un procès verbal. Ouais. Dire que Madame Machepon du Gazon nous a donné comme information au vu d'une... oui, mais pour l'instant, ouais, mais moi je l'accepte. Ouais. Mais tout le monde n'accepte pas. La justice. Et imaginez ce genre de choses devant des avocats qui vont dire mais. Vous vous foutez de nous. Ouais. Alors, un autre élément que j'aimerais relever, c'est juste un mot que vous avez dit à l'occasion. Je vous laisserai développer la scène. Dans un bar, un exécuteur qui vient tuer quelqu'un, et il se trouve qu'il y a 2 personnes au bar qui essayent de s'interposer. Les 3 sont exécutés, du coup. Et vous dites, je ne sais plus exactement ce que vous dites, mais oui, et vous vous demandez ce qui les unissait. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une mort comme ça, particulière aussi... Je me pose la question sur tout un tas de morts. Qu'est-ce qui unit moi, la mort... Là, c'est aborder la mort. Aborder la mort, moi, ça ne m'impressionne pas, ça ne me fait pas peur. De manière générale, la mort n'est qu'un passage pour moi dans mon esprit. Donc, quand j'ai vu cette scène... ça m'est venu spontanément. Qu'est-ce qui les unissait ? Qu'est-ce qui unissait le gars qui visiblement avait été ciblé pour mourir
et les deux gars qui étaient en train de prendre un verre au bar et qui ont voulu s'interposer. Et qui sont tous partis en même temps, et peut-être en que... une fraction de seconde, Ouais. en même temps. Ok, alors venez-en maintenant peut-être un petit peu plus aux soins. Voilà, j'avais marqué là. Est-ce que votre intuition finalement n'a pas été l'arme fatale de votre réussite? Donc sur les soins, donc vous avez beaucoup... L'arme fatale de ma réussite dans la police. Là, lorsque je regarde le passé de flic que j'ai été, c'est sûr. Souvent, je dis, mais j'ai un parcours complètement atypique, c'est certain. Il y a eu un préfet que je ne nommerai pas qui m'a dit Robert, vous êtes quand même le seul guérisseur en France décoré de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Et c'est vrai que c'est assez atypique. Mais pour arriver là, et je pose la question dans le livre, ces deux décorations, je continue à me poser la question, pourquoi j'ai reçu ces deux décorations? Est-ce que c'est pour mon métier de flic ou est-ce que c'était parce que j'étais guérisseur? Ouais, ok. Si quelqu'un a la faux, je suis preneur. Hein. Alors, ce côté guérisseur, justement, il démarre très tôt. Quand vous étiez enfant, vous soignez un chien, ouais. Et puis il y a la grand-mère, ma grand-mère Angèle. Maternelle, Angèle, à qui je dédie le livre d'ailleurs. Ma grand-mère maternelle qui est le pivot central de la famille, parce que ma mère a une vie un peu décousue, on va dire, et ma mère aimante, que j'aime et qui m'a bien aimé, mais le pivot central, sur lequel repose toute la famille, c'est ma grand-mère maternelle. Et qui elle-même avait des dons. Elle avait des capacités énormes de soins, notamment de barrer le feu. Donc très rapidement, moi, j'ai une période où je reste avec elle parce que ma mère part de la maison et je reste seul avec elle dans la maison familiale pendant plusieurs mois. Et pendant ces mois-là, j'ai eu une forme vraiment d'initiation de la part de ma grand-mère maternelle qui m'a permis d'avoir accès à quelque chose que je pressentais. Et elle m'a dit, ben vas-y, ne pressens pas, tu le sens. Donc tu le sens, donc tu peux y aller. Tu peux y aller, vas-y. Et de là, oui, ma grand-mère avait des capacités. Elle avait des capacités assez inquiétantes également. Enfin, pour moi, qui étaient inquiétantes à l'époque. Il y a certains matins, elle me disait, bon, il faut aller dire à... J'ai ce prénom-là en tête, à Adonis, il faut aller... Petit, il faut que tu ailles dire à Adonis qu'il se prépare. Je ne comprenais pas. Et donc, parce que ma grand-mère avait la capacité de percevoir la mort 3 jours avant des personnes. Et donc, j'allais voir la personne pour dire... Mes mères m'a dit qu'il fallait que je se prépare. Et, c'est pas possible et tout. Donc, voilà. D'accord. Et puis ça se produisait derrière. Ça se produisait. Ok. C'était assez flippant quand même. Voilà. Et alors, parmi toutes les interventions que vous avez pu avoir, donc plusieurs questions, c'est est-ce que vous êtes capable de traiter tout? Ou est-ce qu'il y a un certain nombre de pathologies, je ne sais pas, très graves, des maladies auto-immunes, etc., sur lesquelles vous pouvez rien faire? Donc, peut-être dites-nous déjà ce sur quoi vous êtes très bon, ce pourquoi vous réussissez très bien, alors, et puis un peu moins bien. Alors, Rémi, j'ai une phrase, mais il faut la comprendre dans le bon sens. J'ai une phrase qui résume, qui répond à cette question-là. Je ne sais pas ce que je ne peux pas soigner. Je ne sais pas ce que je ne peux pas soigner. Quand je dis ça, il y a des fois, j'ai 3 zonas sur la même semaine qui viennent. J'en soigne 2, pas le 3e. Il y a des gens qui viennent avec des eczémas, mais couverts d'eczéma. Ça part. Il y a une personne qui vient parce qu'elle a l'eczéma dans une main, je ne peux pas la soigner. Je suis vraiment dans l'humilité là-dedans, parce que je ne peux pas savoir ce qui ne va pas marcher. Je mets tout en œuvre pour que ça marche. Je fais tout ce qui est dans mes perceptions pour que ça marche,
et des fois ça ne marche pas. Pourquoi ? Je sais pas, je pense que de toute façon, souvent je dis aux personnes qui viennent me voir, moi je ne suis que le canal. Que le canal entre vous et l'endroit où vous allez vous guérir ici dans un espace-temps qui est complètement différent du mien. Donc c'est important, vous leur dites, c'est vous qui allez vous guérir. Oui, très souvent, très souvent, c'est la phrase que j'emploie en disant à travers moi, je ne suis rien, je ne suis que le canal. C'est lorsque je suis allé voir ce prêtre qui me dit, mais quand je lui dis je ne suis que le canal, et il me confirme, il me dit, mais c'est vrai que vous n'êtes que le canal. Ouais. Voilà, je suis le canal de quelque chose de bien plus grand qui met en relation avec la personne qui est devant moi, parce que visiblement la maladie qu'elle a, elle n'a pas trouvé le chemin pour aller chercher le remède qu'il faut quelque part dans cet univers qui nous entoure. Alors vous parlez du prêtre, ça m'amène à cette question. Votre grand-mère, elle était très croyante, très pieuse. Ouais, vous très parliez pieuse. de... je ne sais pas quel est le terme que vous utilisez. Et alors il y avait plein de bondieuseries. Des bondieuseries, voilà. Donc, dans le terme de bondieuserie, on voit bien quand même qu'il y a un peu de critique derrière. Non, et puis non, pas de critique, mais de superstition, peut-être, au travers des objets, etc. Oui, comme beaucoup, elle avait des statues de Sainte Rita, de Saint-Antoine, de Notre-Dame de Lourdes, de plein, il y en avait partout. D'accord. Donc c'est ça les bondieuseries dont je parle, c'est ce genre de choses. Après, elle était très 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 croyante, son chapelet tous les jours, voilà, elle ne loupait pas une messe, c'était D'accord. moi je suis croyant, Oui. je suis de religion catholique, chrétienne, je pratique, mais je ne suis pas un fervent pratiquant. D'accord. Il y a en tout cas le Mais respect. je respecte et de la tradition. je me réfère, et la preuve en est, dans le livre, à un moment donné, je l'explique, je suis confronté à une scène qui ressemble un peu à un truc d'exorcisme, et je vais voir, je demande à aller voir des prêtres exorciseurs du diocèse de Paris. Je vais les voir, parce que c'est ma religion. Donc, Ouais, il faut... dans mes soins, je ne fais pas appel à une religion. Je fais appel au divin. Oui, et c'est ce que vous dites d'ailleurs, en fait, des guérisseurs, il y en a dans toutes les traditions du monde qui agissent de la même manière. Voilà, le barreur de feu, ici en France, les chrétiens pratiquent de barrer le feu avec une prière, et généralement on fait référence soit à un saint, soit à une situation bien particulière de la chrétienté. Mais quand vous avez des barreurs de feu sioux, ou des barreurs de feu de Mongolie, ou des barreurs de feu d'Amazonie, ils font pas référence à ça. Or, ils soignent de la même façon. Ouais. C'est surtout cette intention de pouvoir soigner les gens. Alors, c'est intéressant ça. Vous dites cette intention de soigner les gens, parce qu'il y a des personnes comme vous qui ont jamais, j'allais dire jamais rien fait, enfin qui ont, j'ai l'impression, un peu reçu ça, puis qui l'ont travaillé au fur et à mesure, j'allais dire très simplement. Et puis il y a beaucoup d'accompagnants, de coachs, de thérapeutes, de soignants qui font des formations, etc., qui proposent de nouvelles approches, et qui fonctionne avec moins d'efficacité. Enfin, je dis moins d'efficacité, je vous dis parce que dans le cadre de ce qu'on organise, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et disent « Ah ben moi, je fais le point zéro et j'ai des résultats extraordinaires », etc., qui cherchent derrière ça un peu une promotion, quoi. Et en fait, je suis frappé par l'efficacité de personnes qui font pas leur promotion et la difficulté d'autres qui ont envie. Mais je pense que leur envie, elle est tout à fait sincère. Et pourtant, il n'y a pas la même efficience. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait cette différence ?
Alors, il y a beaucoup de questions là, dans ce que vous venez de dire là. Sur les formations. Sur les formations, moi j'ai mis des doutes. Tout à chacun. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personnellement, je ne fais pas de formation. Et je ne pense pas que je ferai de formation de ma vie. Tout à chacun, moi je reçois des gens dans mon cabinet qui me disent ah ben voilà, j'ai des perceptions. Je dis ben très bien, venez, on va en parler. Et on en parle, c'est le prix d'une consultation. Je les incite à poursuivre, à aller chercher en eux-mêmes ce qu'ils ont déjà perçu. Après, je ne peux pas critiquer ceux qui font les formations comme je ne peux pas critiquer ceux qui vont aux formations. S'ils estiment qu'il faut une forme de légitimité quelque part, un cachet de formation, pourquoi pas? Vous me parliez de la multiplicité de personnes qui soignent aussi actuellement. Oui, et de la multiplicité des approches aussi. Mais moi avant, quand je soignais dans mon petit coin, voilà, j'ai toujours eu assez de monde pour... je cherche pas, d'ailleurs. J'en profite, c'est le moment de le dire. Je suis full de chez full. C'est pas la peine d'essayer de... Je suis full de chez full. Le but, j'essaye de soigner le maximum de personnes, mais le maximum de personnes pour moi, c'est 30 à 40 par mois, pas plus. Actuellement, je dois être à 400, 500 demandes. Non, c'est complètement fou. Alors, je vois monsieur qui souffle, mais il y a des gens qui ont accès à moi, je ne sais pas comment, parce que je prends pas forcément chronologiquement. J'ouvre des SMS, il y a des mots qui me touchent, il y a quelque chose qui fait que je demande à la personne de venir me voir. C'est compliqué à gérer aussi, pour moi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de détresse, autant de difficultés actuelles dans la société française et à travers, au-delà de la société française, parce que j'ai des personnes qui m'appellent quasiment du Canada, de Belgique, de Suisse, de partout. Et ce qui fait que c'est de constater cette difficulté qu'ont les gens à pouvoir trouver des thérapeutes corrects à côté de chez eux. Maintenant, je ne suis pas le seul. J'estime que j'ai une certaine éthique, une certaine droiture. Maintenant, je ne dois pas être le seul dans cette éthique et dans cette droiture. Il y en a plein d'autres c'est à vous à faire le discernement, à faire un discernement basique, à savoir si fuyez le guérisseur qui va vous dire ah là là, mon prof dame, mon pauvre monsieur, là c'est un cas très compliqué, il faut revenir au moins 3 ou 4 fois. Celui-là, vous le mettez de côté, c'est pas possible. Si vous sentez que il y a trop de recherches sur mais qu'est-ce que vous faites et quelle est votre fortune et vous avez les moyens, pas les moyens, fuyez. Il y a plein de signes de bon sens à suivre. Suivez votre bon sens, suivez votre instinct, votre propre instinct. Après, le nombre de métiers différents que je m'aperçois, là, maintenant j'ai des énergéticiens, j'ai des... Il y a plein... Putain, non, moi je suis guérisseur. Je suis rebouteux de la ville. Alors, le rebouteux... Il touche. Il manipule. Et alors, vous touchez pas. Hein, c'est touche pas. À 10 cm. Voilà, donc je touche pas. Mais donc, je suis le guérisseur. C'est un mot simple, guérisseur. Mais j'en reviens à ce que vous disiez. Vous disiez tout à l'heure, bon, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu dévié, vous disiez l'intention oui. Alors, je ne sais pas si on peut dire soigner. Tiens, d'ailleurs, c'est une autre question. Vous soignez ou vous soulagez ? Je soigne, j'assume. Et vous n'êtes pas... Servir et guérir. Guérir, oui. Servir et guérir. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a des... j'ai plein d'exemples de personnes qui viennent avec un Zona, ils n'ont plus le Zona, sans avoir pris de médicaments. C'est leur propre auto-guérison. Oui, tout à fait. Mais à travers moi, ils sont soignés. Oui, mais derrière la question, vous n'avez pas eu de difficultés par rapport aux institutions, à l'ordre des médecins, etc. Vous n'avez pas le droit de soigner, vous n'êtes pas médecin, etc. Je ne dis pas que
que ma vie est simple, Rémi. Ah. J'ai eu l'occasion quand même d'être mis dans l'œil de la Mivilude, mais bon, j'assume, il n'y a aucun souci. Et alors, l'issue de cet œil de la Mivilude? Bon, peut-être vous n'auriez pas été flic, peut-être il serait allé plus loin pour vous chercher des poux, non? Je pense pas, parce que à un moment donné, quand vous commencez à avoir une certaine ampleur médiatique, on va dire une visibilité, pas une ampleur, une visibilité médiatique ou autre, ça, il y a de la convoitise, il y a de la jalousie, il y a tout ça. Or, moi, je suis jaloux de personne et je n'envie personne. Et mes propres soins, ce sont des soins. Ce sont des soins qui, encore une fois, je ne dis pas que... Moi, j'accompagne sérieusement un nombre incalculable de personnes qui sont atteintes de cancer et qui font de la radiothérapie ou qui font de la chimiothérapie et ainsi de suite. Ils viennent me voir pour avoir un complément. C'est le complément. C'est l'infusion qu'on peut prendre en plus le matin en se disant ça va faire du bien. Est-ce qu'on peut me reprocher, moi, de recevoir quelqu'un et de le mettre debout et simplement devant lui en disant continuez la chimio, la chimio réussit sur vous, c'est parfait, maintenant on va essayer de faire passer les douleurs qui sont autour de vous ou vous permettre d'appréhender différemment votre maladie. Oui, donc votre intervention par rapport au cas du cancer, par exemple, c'est-à-dire que vous soulagez les effets secondaires des chimios ou des traitements, mais est-ce que vous êtes arrivé, par exemple, de soigner des cancers, de guérir intégralement des cancers? Non. Ok. Non, je ne peux pas dire que j'ai guéri. D'accord. J'ai de nombreux exemples de personnes qui viennent avec des cancers et qui passent devant mes mains et je leur dis, tout compte fait, selon moi, c'est nettement moins grave que ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'ils me font un tableau de leur cancer de façon particulière et précise, où tout est grave et que c'est la fin du monde. Et là, je leur dis non. Et le nombre de personnes qui reviennent à la fin, ils me disent, vous savez, vous aviez entièrement raison. Ouais. Ce que vous m'avez dit m'a aidé parce que effectivement, les cellules cancéreuses du poumon, grâce à la chimio et à la radiothérapie, n'existent plus. Ouais. Vous l'aviez vu, alors qu'au départ, c'était gravissime. Oui, puis mais c'est pas... le fait de cet accompagnement sur des maladies graves, et c'est... moi, je l'ai de façon régulière toutes les semaines. Oui, puis vous contribuez à changer la façon de penser de la personne. Oui. Hein, ça, c'est... Très certainement. Moi, dans la pratique qui est la mienne, déjà, donc, je prends la personne, je prends le téléphone pour prendre le rendez-vous. J'aime bien au son de la voix. Au son de la voix, il y a quelque chose qui fait que sentez. Je sens. Je l'ai senti. Ouais. Voilà, donc je l'ai entendu, je l'ai senti, et je prends telle personne. Et ensuite, la personne vient, s'installe, et spontanément, il y a comme un lien qui se fait, et la personne me raconte très souvent une histoire qui n'a rien à voir avec la maladie, mais sans s'en apercevoir, elle touche l'origine de la maladie. Elle va me chercher elle-même l'origine de ce qui a provoqué la maladie. Une question que je ne vous ai pas posée quand on parlait de la police. Donc, vous avez soigné beaucoup de vos collègues, etc. Si bien que c'est bien raconté dans le livre, hein, quand vous arriviez dans un nouveau service, votre réputation de guérisseur, elle prévalait peut-être ou elle venait avant celle... Bon, voilà. Mais est-ce que vous avez soulagé des prévenus qui auraient été en situation difficile ou très difficile? Non. C'est... non. Ok, ça ne s'est pas... Ça s'est pas produit. Voilà. Présenté, quoi. Ça s'est pas présenté. Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir soulagé
un prévenu, comme quoi il n'était pas en danger, vous voyez, au sein de la police nationale. Alors, maintenant, un sujet qui est à peine, qui est effleuré dans le livre, mais parce que ça a été une expérience. J'ai envie de dire, vous pouvez vous lâcher sur ces sujets-là, parce qu'on a reçu des personnes comme Jean-Claude Bourré, Jean-Pierre Petit, etc., pour évoquer la vie extraterrestre. Ouais. Et donc, il y a le cas de Joséphine, qui vient vous voir. Donc, si vous pouvez en dire quelques mots et dire... C'est très simple et j'assume complètement ce que j'ai vécu parce que c'est la réalité. Moi, Joséphine, donc, elle se place devant moi et pour un soin, elle venait suite peu de temps après le décès de sa mère et elle est là devant moi et je fais le soin et d'un seul coup, il y a comme une image qui est juste derrière elle, qui apparaît, et d'un être qui n'est pas un humain, qui est quelque chose de gris, des grands yeux, un crâne élancé, et qui est juste derrière elle. Donc je suis surpris dans un premier temps. Je ne dis rien, je continue le soin, tac, il est toujours là. Alors là, je lui dis, bon, bah écoutez, vous allez me prendre pour un fou, mais voilà ce que je vois, et je lui décris. Et là, elle me regarde, elle me dit, oh, j'attendais ce moment depuis si longtemps que quelqu'un me dise ça, parce que je le ressens. Je sais que j'ai ça. Est-ce qu'elle vient d'un autre monde ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est autour d'elle qui vient d'un autre monde? Ça, pour moi, oui, j'en suis sûr. Est-ce qu'elle vient de ce monde-là? Très certainement. Maintenant, il faut admettre, là, en une phrase, je vous fais admettre beaucoup de choses, à savoir l'existence d'êtres extraterrestres, l'existence qu'ils puissent être là, omniprésents, attaché à quelqu'un, une personne, oui. et est-ce que et admettre que des terriens soient peut-être incarnés en tant que terriens, mais provenant d'une autre race, d'un autre espace-temps. Ouais. Et alors, est-ce que, depuis le livre, etc., j'imagine que c'est quelque chose qui vous a interpellé quand même. J'imagine que vous avez dû essayer de comprendre, essayer de creuser. Vous avez fait des échanges. Est-ce que, je sais pas, il y en a plus à dire que dans le livre. Ça a été une succession de personnes qui sont venues me voir à l'issue de ça. J'en ai eu 3-4 qui sont venus me voir avec et à un moment donné, je me suis même dit, j'avais recontacté Joséphine pour lui dire, mais t'en as parlé à quelqu'un parce qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui sont dans le même cas, quoi. Et non, elle n'en parlait pas. À croire qu'il y avait un lien invisible qui a fait qu'il y a plein de personnes qui venaient pour avoir confirmation il se passait quelque chose avec moi. Et alors, est-ce que cette présence, elle l'a gênée? Est-ce qu'elle l'encombrait? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Elle attendait que ça parce que elle s'est toujours sentie, elle est toujours vivante, elle est toujours là, et je l'ai reçue récemment encore, on en a discuté, au contraire, elle est dans l'attente que ça aille plus loin, qu'on lui donne d'autres indications. Mais elle ne relève pas de perturbations dans sa psyché, dans sa vie, etc. Elle n'est pas gênée, quoi. Elle n'est pas gênée. Non, mais parce qu'il peut y avoir parfois aussi des présences qui perturbent complètement la vie normale, quoi. Non, elle le gère de façon saine. Il n'est pas présent en permanence. Ce personnage n'est pas présent en permanence. Parfois, elle le ressent de façon plus forte. Donc, elle lui parle. D'accord. Et est-ce que, justement, elle lui parle, mais c'est quelqu'un elle le perçoit comment? C'est quelqu'un qui est là pour l'aider, pour l'accompagner, ou justement, elle vous ça a été l'objet de la discussion qu'on a eue la semaine dernière. La difficulté est de savoir si qu'est-ce que cet être vient faire et qu'est-ce qu'il attend d'elle. Et pour l'instant, elle n'a pas de réponse. Alors, je ne crois pas que ça soit dans le livre, mais peut-être dans les interviews que j'ai écoutées. Vous avez parlé de Joël Sternheimer, qui était Sternheimer. Voilà. Alors, c'était un ami à vous
par les hasards de la vie ou par les sujets qu'il traitait et qui rejoignaient les sujets qui vous intéressaient? Alors, comment j'ai connu Joël Steinheimer? Joël Steinheimer était un physicien voilà. De renom qui a travaillé sur les protéodies. Les protéodies, ce sont des... Il a mis une équation pour rendre audible la production des protéines que notre corps fait. Donc il a appelé ça les protéodies, Joël Steinheimer. Et Joël a travaillé à Princeton et ainsi de suite, et était un physicien de renom là-dessus. Il a travaillé beaucoup avec Ben Vedist, avec Marc Henry, avec plein de personnes qui travaillaient sur le son, sur la propagation du son. Et comment j'ai rencontré Joël Steinheimer? J'étais à l'école de police à Cannes-Écluse, Philippe il doit s'en souvenir, et j'ai été blessé au cou. À savoir, au cours d'un entraînement de physique, j'ai eu une violente entorse du cou. À savoir, j'ai un gars qui m'est tombé dessus alors que j'avais la tête sur un medicine ball, donc voilà, transporté en urgence à l'hôpital de Versailles, poste de Minerve et ainsi de suite. Donc j'étais bloqué, j'ai failli être tétraplégique, ça s'est pas fait. Et je reviens sur Paris et j'ai un ami qui s'appelle Michel Renoma pour ne pas le citer, qui est toujours un ami. Et Michel, quand il me voit arriver, il me dit écoute, je connais. J'ai eu en contact avec Joël Steinheimer, je ne le connaissais pas, il me dit, je pense qu'il va pouvoir te soigner. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il va te faire écouter des sons au téléphone, tu vas voir. Donc j'ai Joël au téléphone, et je lui dis, voilà ce qui m'arrive, je lui décris, et là il me fait écouter un son, et il éclate de rire, et il me dit, vous allez rire parce que ce que je vous ai fait, c'est un décodage du cou du poulet. Et j'étais flic. Donc, il avait décodé une partie de protéines qui venaient d'un cou du poulet qui était impliqué dans l'entorse. Pour moi, c'est très complexe et j'y comprends plus rien. J'y connais rien du tout. Je parle avec les termes que sont les miens, qui ne sont pas du tout des termes scientifiques. Cette écoute-là m'a soulagé. D'accord, juste l'écoute au téléphone. Juste l'écoute au téléphone. Ok, et derrière ça, une amitié s'est nouée avec lui, vous avez échangé, mais est-ce que, j'allais dire, vous avez un peu exploré la façon dont vous travaillez? On a beaucoup parlé avec Joël, parce que ensuite, avec Joël, je l'ai accompagné. Nous sommes allés... j'ai fait une expérience avec lui sur une molécule anti-sécheresse, ce qu'il avait appelé une molécule anti-sécheresse, vu que je partais 15 jours en Afrique noire, et il m'a dit écoute ça pour voir ce que ça fait sur toi. Et j'écoutais une fréquence, donc ce sont des sons bien précis, du décodage qu'il avait mis en application par rapport à l'équation qu'il a fournie. Et cette écoute-là m'a permis de ne quasiment pas boire, alors que tout le monde était assoiffé et je n'avais pas soif. Mais les conséquences ont été que derrière, il a fallu me soigner pour les reins parce que les reins étaient desséchés. Les reins étaient desséchés. Vous voyez, donc c'était pas anodin non plus. Cette pratique d'écoute des protéodies est une écoute particulière et très précise. Et donc Joël, il a suivi Joël comprenait très bien ce que je faisais. Il me disait, mais toi, tu as une fréquence qui interagit sur quelque chose. Il dit, tôt ou tard, la science sera bien obligée, au même titre, c'est lui qui me disait ça, au même titre que il a fallu un microscope pour voir les bactéries, les virus, les microbes. Tôt ou tard, si la science s'intéresse, on trouvera peut-être une machine qui déterminera que Rémi a telle fréquence et qu'il émet telle fréquence dans telles conditions, qui rentre en équation, qui rentre en concordance avec telle personne dans la salle et que ça lui permet de se soigner. Alors, les outils dans la physique sont de plus en plus fins pour ça, puisqu'il y en a, est-ce que c'est vous qui en parlez
c'est pas Korotkov, c'est... non. Mais en tout cas, vous avez été approché par quelqu'un, aussi une femme médecin qui avait un zona, pour essayer justement de mesurer. Alors, est-ce que c'est une question de fréquence, etc. Mais effectivement, il y a bien un moment où le magnétisme, on va arriver à l'évaluer. Souvent, je à le parle mesurer, de ça. quoi. Il suffit de faire des recherches et vous vous apercevez qu'il y avait un pavillon, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un pavillon dédié à l'hypnose et au magnétisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y avait un pavillon qui était dédié au magnétisme et il y avait un pavillon qui était dédié à l'hypnose. Voilà. Et la pharmacie, par la chimie, est passée par là. Bon, ça, ça on coupera. Ça, peut-être. Non, mais enfin, je ne sais pas. Mais ça, c'est une certitude. Vous faites des recherches, vous retrouvez ça. Vous vous dites, mais oui, c'est étonnant. Mais pourquoi est-ce que... C'est étonnant. Ça a été occulté. Alors, dans le prologue du livre, vous dites « La vie est une période d'enseignement importante pour l'âme qui habite un corps physique. » Oui. Il n'y a rien à rajouter. Justement, alors, je partage la même conviction, hein, mais c'est une invitation. Non, mais... parce que c'est peut-être pas la compréhension. Évident. Non, mais c'est évident que... Enfin, pour moi, c'est évident que notre âme habite ce corps physique, qui est le mien, qui est le vôtre, chacun a sa propre âme. Et cette compréhension de dire que cette âme fait une expérience du physique, parce que moi je travaille dans l'immatériel, dans l'invisible, dans le non palpable. Mon travail c'est ça, c'est le non palpable, l'invisible, et je me dis mais il y a une force inouïe là-dedans. Donc cette âme elle traverse tout ça, elle est dans cette perception là, elle est dans tout ça. Et pourquoi là, cette fois-ci, je crois à la réincarnation? Pourquoi je suis Robert Martin, blanc et européen cette fois-ci, et que peut-être une fois précédente, j'ai été noire, africaine et dans d'autres situations. Alors justement, je l'évoquais, les expansions de conscience, par exemple, c'est quelque chose que vous avez pratiqué? J'ai jamais pratiqué. Non. Alors, d'une manière générale, ce que je pratique, c'est... J'essaie de me mettre en méditation. Je prends soin de moi en retournant régulièrement dans ma maison dans les Pyrénées. Et je suis dans l'Ariège et c'est pour moi important, c'est un lieu important. Je fais attention à ne pas être trop pollué. Je pratique pas voilà, oui, vous n'avez pas de rituel. J'ai pas de rituel particulier pour pouvoir avoir accès à quelque chose. Souvent, je me dis, il va peut-être falloir que j'ai 66 ans, bientôt il va falloir que je me crée que je me forme à quelque chose peut-être pour m'améliorer. Oui, enfin, avec une liste d'attente de 400 ou 500 personnes, vous avez le temps de voir venir. Et ça m'amène à une question. Tiens, dans le livre, il n'est jamais question d'argent. L'argent a été pour moi un gros problème. Lorsque je me suis installé il y a 10 ans, je ne savais pas comment gérer la demande de l'argent. On ne m'avait pas donné les codes pour ça. Donc il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 11 ans, lorsque je m'installe, j'avais mis une boîte à la sortie du cabinet en mettant vous mettez ce que vous voulez. Et il y avait des jours, j'avais 20 €, 40 €, 50 €, voilà, pour 5-6 personnes. Ouais. Donc là, je me suis dit, là, bon et con, ça ne s'écrit pas de la même façon. Donc on va essayer de devenir un peu plus rationnel. Donc j'avais mis sur le site, j'avais dit, c'est 30 €, mais je ne fais pas payer les femmes, je ne fais pas payer les enfants et les personnes âgées. Et j'avais essentiellement une clientèle de femmes et enfants, mais avec un accompagnant qui avait toujours besoin d'un soin. Ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai dit bon, là, c'est vraiment ça. Il faut rentrer. Et j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue de renom, Evelyne, qui
qui m'a dit Robert, ce que vous faites est trop beau, trop fort pour galvauder ça, et vous ne pouvez pas ne pas demander une somme suffisante pour ce que vous faites. Donc fixez un tarif et vous vous y tenez, et après vous vous adaptez, et c'est ce que je fais. J'ai fixé maintenant je suis à 90 € la séance, je m'adapte après en fonction. Oui. Voilà, en fonction des situations. Étonnamment, j'ai une phrase, c'est le tarif est fixé à 90 € et vous me donnez ce que vous pouvez. Plein de gens me donnent 90. Il y en a peu qui me donnent 150. Ouais. Ouais. Mais la notion d'argent est compliquée dans ce monde. Enfin, surtout en France. Lorsque vous demandez de l'argent, 90 € pour un soin, et que vous sentez que la personne est un peu réticente ou autre, et vous vous apercevez que la personne, elle a le dernier iPhone qui vaut 1200 €, iPhone qui vaut 1200 €, qu'elle a des vêtements de luxe et ainsi de suite. Ouais, c'est là aussi où ça permet de relativiser et de dire, non, écoutez, j'ai pas honte. Là, avec l'annonce, visiblement le gouvernement a fait machine arrière. Moi, sur 90 €, il me reste à peine 40 € dans ma poche, une fois que j'ai payé les charges, une fois que j'ai payé le local, une fois que j'ai payé les charges URSSAF et les impôts, il me reste 40 €. Donc, quand ils ont dit, là, on va réaugmenter, ou on va les charges des auto-entrepreneurs, j'ai dit, je vais devoir passer à 110, parce que ça a augmenté de 27%. Donc, c'est complètement hallucinant. Ouais. Mais cette notion d'argent, encore une fois, moi, quand je sens que quelqu'un a vraiment besoin de mes services et que c'est compliqué pour eux de sortir 90 €, oui, je m'adapte, mais je refuse pas le soin. On a échangé aussi, et vous le racontez dans le livre, il y a cette rencontre avec un Vietnamien. Maître 10. Voilà. Alors, c'est Maître 10, D-I-X. Oui, D-I-X, parce que c'était le 10e enfant d'une famille, et les parents n'avaient plus de prénom, ils l'ont appelé 10. Ok. Bon, c'est une histoire superbe. Bon, quelqu'un qui aussi, à la mode vietnamienne, est reconnu, a des perceptions, etc. Vous avez fait un voyage avec lui à Stonehenge. Vous en avez tiré des conclusions, des compréhensions? Il fallait y être. Il fallait que je sois là-bas. Dans quel but, je ne sais pas. Je n'ai pas de compréhension, mais il fallait que j'y sois. Okay. Lorsque j'y étais, c'était une évidence, et c'était une évidence pour lui. Il fallait qu'on soit là-bas à cet instant-là. J'ai plein de photos de cet instant-là où c'est stupéfiant. C'est étonnant. Je dis stupéfiant. Au moment où on quitte, le ciel s'assombrit et il y a des corbeaux qui passent, mais il y a des images, comme si on quitte. Le lieu ne voulait pas qu'on s'en aille. Et on me le fait remarquer en vietnamien. Et lui avait reçu l'info qu'il fallait qu'il aille là-bas. Ouais. Sans m'en parler. Et avec vous. Ah oui, parce que c'est très bien. C'est très bien raconté dans le livre, mais c'est presque une injonction, quoi. Ouais. C'est pas presque, c'est une injonction. C'est une injonction. Voilà. Et en fait, l'horizon se dégage, vos rendez-vous se libèrent, etc., pour faire que vous y alliez. Ouais. Et sur place, que vous avez eu des perceptions particulières, ou peut-être c'est trop perso et vous non, pouvez pas... des perceptions d'endroits connus, quelque part. J'étais en terre connue, et non pas à terre inconnue, j'étais vraiment en terre connue. C'était fort. Lorsqu'il vient me voir et qu'il cherche, il vient rechercher son frère. Quand il me dit ça, il vient rechercher son frère. Donc il est certain que je suis son frère. Voilà. Ah oui. Pas forcément dans la notion de frère, de fraternité qu'on peut s'imaginer en Europe, mais pour lui, je suis son frère. Ok. Et lorsqu'il me dit ça, il me dit qu'on a été frères. D'accord. Bon, donc c'est une belle histoire dans l'histoire, que je vous invite
Voilà, si vous ne connaissez pas le livre, on a pas mal parlé. On va peut-être vous remercier, puis laisser le micro à la salle et puis aux personnes en ligne. Allez, quelques petits applaudissements. Merci. Merci à vous. Merci. Moi, j'ai une question pour revenir un peu sur le rapport entre la police et vos talents de guérisseur. Oui. Comment vous avez réussi à annoncer que vous étiez guérisseur? Comment ça a été reçu? Et comment cette idée a fait son chemin dans un monde qu'on imagine a priori plutôt un peu éloigné de ça? Alors, c'est vrai que l'image de la police, on aurait tendance à s'imaginer qu'elle est complètement close à tout. Or, la police est ouverte à beaucoup de choses. Il faut se rendre compte que lorsque on initie l'enquête avec les ADN et ainsi de suite, les gens ne peuvent pas s'imaginer ça. Donc la police pousse à tout ça. La police scientifique s'ouvre sur vraiment un grand nombre de domaines. Comment j'ai été accueilli? J'ai été accueilli, mais de façon la plus simple possible. La première fois où ça m'est arrivé, c'était au commissariat de Saint-Lambert. Et il y avait un gars qui venait de sortir de la voiture, il s'était foulé la cheville. Et je lui ai dit, tiens, je pense que je peux te soigner. Et il m'a regardé avec des yeux ronds, il m'a dit, pourquoi pas. Et je lui ai retiré la douleur au niveau de la cheville. La foulure n'existait plus. Donc, à partir de là, je ne me suis jamais posé de questions quant à savoir pourquoi j'étais guérisseur et les collègues ne me posaient pas trop de questions. Ils acceptaient le fait que je sois guérisseur. Je le dis dans le livre, et Rémi l'a rappelé tout à l'heure, le nombre de services que j'ai fait où les gens ne venaient pas forcément pour me dire « tiens, tu as telle spécialité ». La plupart du temps, c'était de me dire « c'est vrai que tu es guérisseur ». Donc comme quoi, c'était un moment important pour eux, quelque part. Donc la police... d'une manière... Si, ça marche. La police, d'une manière générale, m'a toujours bien accueilli, jusqu'aux plus hautes sphères. Lorsque j'ai été chef de cabinet du directeur général de la police nationale, place Beauvau, j'ai reçu un nombre de conseillers du ministre, de ministres et de tas de choses qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler de mes capacités. Il y a des gens qui rentraient dans mon bureau avec des douleurs et ils en sortaient sans douleur. C'était impressionnant. Donc ça a été accepté de tout temps. Merci. Et je suis très intéressée par la notion de guérisseur et de canal. Oui. Il y a pas mal d'années, j'avais rencontré justement un guérisseur qui normalement avait été brûlé au 3e degré de partout et il aurait dû mourir. Mais il était aussi d'un milieu croyant et autour de lui, il y a plein de gens qui ont prié. Oui. Donc déjà, il a survécu et normalement, il aurait vraiment dû mourir. Mais je lui avais posé des questions et j'avais demandé comment il se protégeait en même temps. Et lui, il m'avait expliqué qu'avant d'intervenir auprès des personnes, il avait parlé de canal aussi, mais avant, il priait. Donc c'est une certaine prière qui lui avait aussi été transmise via la famille. Mais ma question, c'est, est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement d'accueillir des personnes qui ont des troubles respiratoires, que ce soit l'asthme ou des choses plus graves, etc., y compris avec le transgénérationnel. C'est-à-dire que parfois, vous avez des personnes, elles ont beau prendre toutes sortes de médicaments, voilà. Et du coup, avec mon mélange de canal, est-ce que par le biais d'un canal, il peut éventuellement y avoir quelque chose de l'ordre de la guérison, mais y compris transgénérationnel? Vous allez me dire que ça dépend encore des personnes, mais voilà, j'aimerais bien, si vous avez déjà accueilli des personnes comme ça, s'il vous plaît. Alors, d'abord, vous avez abordé un sujet qui me tient à cœur, la protection, se protéger. S'il y a des gens ici qui pratiquent ou qui veulent pratiquer, ça c'est la première des choses à faire, c'est bien se protéger. Se protéger, c'est s'aimer. La notion d'aimer et d'amour. Cette notion d'amour, s'aimer en totalité. Mais quand je dis s'aimer, c'est s'aimer au plus profond. Il faut être avec son propre amour, son amour propre, il faut s'aimer. Il faut s'aimer tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, mais il faut s'aimer. Si on s'aime, on peut donner de l'amour.
Cette protection est indispensable. Si vous ne vous aimez pas, si vous avez des doutes sur votre propre capacité, c'est que vous ne vous aimez pas. Si vous avez des peurs, c'est que vous ne vous aimez pas. La peur est l'ennemi de l'amour. Donc la notion d'amour est importante. Et quand je dis un amour propre, c'est vraiment son amour propre. La protection, elle se fait de différentes façons. Après, c'est parfois pour certains des rituels, pour certains ce sont des prières, pour certains ce sont des pensées, pour certains ce sont des gestes. Moi, en tant que tel, je me conditionne. Lorsque je reçois la première personne de la journée, je remercie le Créateur, je remercie Dieu de me permettre de réaliser sainement quelque chose dans la journée, dans tous les soins qui vont se passer dans la journée. Ça, c'est important. Une fois que le soin a été pratiqué, moi, je pratique le nettoyage avec de l'eau. Je me nettoie les mains, mais jusqu'à hauteur du coude. L'eau froide, je fais partir et je sens réellement ce que j'aurais pu capter ou ce qui pourrait rester dans le canal, dans le tuyau, c'est une purge. Je nettoie ça avec cette eau froide qui me permet de me nettoyer. Ça, c'est hyper important également. C'est des sujets où je ne sais pas si dans les formations ils donnent ce genre de conseils, mais ça, c'est un sujet très très important à faire. Si on n'est pas bien, moi, il m'est arrivé par 2 fois sur 10 ans d'annuler une semaine de soins parce que j'étais pas bien, parce que je me sentais pas bien, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien et que je n'arrivais pas à trouver la solution. Il faut pas tenter, faut pas essayer de faire quelque chose si on n'est pas en pleine harmonie avec soi-même. Maintenant, l'événement transgénérationnel. J'y crois au transgénérationnel. Moi, à titre personnel, je n'interviens pas sur le transgénérationnel, bien que parfois j'ai des informations qui me proviennent et que je sais que ça vient d'un autre endroit, d'un autre temps. Donc, lorsque je pose des questions à la personne chez qui je perçois ça, souvent il y a du résultat, il y a quelque chose. Sur l'histoire des poumons encombrés, tel que vous me l'avez précisé, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes. J'ai eu l'occasion d'accompagner 2 personnes qui en sont mortes d'emphysème jusqu'au dernier souffle. Ça, c'est compliqué. C'est pareil. Dans les soins, on parle beaucoup de réussite, il faut parler aussi des échecs. Et je rebondis là-dessus, même si ça ne faisait pas partie de votre question, c'est pareil. Lorsque vous avez des guérisseurs qui ne vous parlent pas d'échecs, étonnamment, il y a plein de gens qui viennent me voir, où la famille me demande de venir auprès de personnes qui sont quasiment à l'article de la mort, et je suis là pour les accompagner. Voilà, je ne suis pas en rien passeur d'âme, je ne me considère pas passeur d'âme, mais à travers le soin que je fais, généralement, on cautérise, on ferme des portes, on met de la douceur. Et ce que j'apporte, c'est toujours pour moi plein d'émotions, plein d'amour. Voilà. Je pense avoir répondu à la quasi-totalité des questions. Okay, monsieur. Bonsoir, Jean-Marc. 2 petites questions. Une première, quand j'ai relu la définition de la police, c'est maintenir l'ordre, la sécurité des personnes et des biens. Et puis après, il y a guérisseur. Et est-ce que guérisseur, c'est remettre de l'ordre? Et c'est ça qui vous a amené dans l'ordre? Et puis après, j'aurai une deuxième petite question. Alors, je réponds déjà à la première, là, parce que je vais rebondir. Moi, j'aime bien la définition homopolice, c'est la définition qui est au dictionnaire des idées reçues. Il y a un dictionnaire des idées reçues de Flaubert. Et je vous invite à y regarder. Le mot police, c'est « a toujours tort ». Et c'est un vieux divisionnaire au commissariat qui m'a dit « Petit, quand tu rentres dans la police, n'oublie jamais cette définition. La police a toujours tort ». Voilà. Maintenant, pour répondre de manière plus directe sur ce que vous me posez comme question, remettre de l'ordre, oui. Moi, remettre de l'ordre, pourquoi pas?
pourquoi j'ai pris le mot magnétiseur quand je me suis inscrit à l'INSEE en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai fait défiler les métiers et il y avait guérisseur et il y avait magnétiseur. Et j'ai pris magnétiseur, pourquoi? C'est parce que c'est la même cellule, la même origine que accordeur de piano. J'ai trouvé ça très beau. Voilà. Le début de mon numéro INSEE est le même que les accordeurs de piano. Et deuxième petite question, moi je suis directeur d'unité de 400 personnes et quand je rentre à la maison, je retrouve ma femme qui est à ma gauche, qui fait... il y a beaucoup de points communs avec votre métier puisqu'elle le pratique. Et on essaye de concilier le rationnel et les problèmes hiérarchiques de réunion, de pouvoir, d'argent, avec ce qu'elle a vécu dans la journée qui est complètement différent. Ouais. Est-ce que vous avez une femme ou un proche qui vous permet de faire le même contraste? C'est pas, en fait... Et alors, comment vous faites concilier l'ultra-rationnel avec l'ultra-pas-rationnel? Alors, j'ai une compagne qui est là-bas et qui est, elle, dans le rationnel, mais qui commence à découvrir l'irrationnel depuis quelque temps et qui l'accepte. Je ne discute jamais trop de ce qui m'est arrivé dans la journée parce que la plupart du temps, c'est vraiment intime. C'est vraiment une relation entre d'âme à âme. Voilà, c'est pas de personne à personne, c'est une relation d'âme à âme. Donc, Marie-Laure, il y a des fois, me pose « Et ta journée, ça a été ?» Je lui dis « Ça a été, c'était fort ou c'était moins fort ou j'ai reçu des cons aujourd'hui ou voilà. » Mais ça va jamais au-delà de... Après, j'écoute son discours et ça me fait du bien d'être dans la rationalité, dans la notion parfois de conflits qu'elle peut avoir avec les clients, avec d'autres personnes. Et je lui apporte j'essaye, alors je ne sais pas si madame fait la même chose, mais moi j'essaye d'apporter une part d'irrationnel dans sa rationalité. Alors ça m'amène à poser une question que je n'ai pas posée pour ouvrir cette conférence. C'est qui sont les magnétiseurs ou les guérisseurs dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Non mais voilà, n'hésitez pas à lever la main haut. Voilà, je pensais qu'il y en avait plusieurs. Bon voilà, mais il faut pas avoir peur. Bah ouais. Il faut le faire. Il faut y aller. Il faut dès l'instant où on est dans le vrai, dès l'instant où on est dans l'humilité, ne pas oublier le mot humilité, je pense, dans ce qu'on pratique, ne pas se prendre un homme, ne pas s'imaginer être un homme important. Voilà. Et alors j'en profite pour reprendre deux questions qui sont en ligne. Est-ce que, quand vous parliez tout à l'heure de l'ouverture dans la police, vous disiez oui, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, on nous demande? Je pense sincèrement. Oui, parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps que... Il y a 10 ans, lorsque je l'ai quitté, c'était le cas. Ça s'ouvrait. Et le nombre de fonctionnaires qui m'écrivent en me disant, voilà, je veux pratiquer, je fais ceci, cela, je leur donne des conseils. Bon. Et il y a une autre personne qui demande, est-ce que vous avez pu intervenir, avoir de bons résultats pour des personnes qui sont addictes à la drogue, alors que ce soit au cannabis ou à des drogues plus dures? Et après, elle a une autre question annexe, mais qui, à mon avis, est hors sujet. Elle vous demande, est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis? Bon. C'est hors sujet, mais OK. Alors, les addictions, c'est très, très compliqué. Sur les addictions, la plupart du temps, la personne ne veut pas se soigner. Moi, la première question que je pose à quelqu'un qui rentre dans mon cabinet, vous en voulez plus de cette maladie? Vous voulez vous sentir mieux? Ça, ce sont des questions à poser. Parce qu'il y a plein de gens qui vivent à travers leur maladie, qui sont dans leur maladie et qui ne veulent pas forcément en sortir, qui voudraient une amélioration, mais garder un fond, parce qu'on a l'attention sur eux, parce qu'on a quelque chose de plus profond. Donc ça, moi, la première question que je pose, c'est ça. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on s'en sorte de cette maladie? L'addiction, la personne ne veut pas s'en sortir. La plupart du temps, il faut vraiment que ça aille très très bas, très loin dans l'addiction et que son état physique soit sérieusement touché pour pouvoir la sortir d'une addiction. Ok.
J'ai de nombreux exemples comme ça. J'ai soigné des gens addicts à l'alcool et rien n'y a fait. Ok, on y va. Donc merci pour votre intervention. Merci. J'entendais derrière, à la question de derrière, là, que c'était accepté finalement dans la police, votre approche et vos soins. Et je me demande même si c'est pas accepté par un grand nombre de personnes, mais qu'effectivement il y a une difficulté parce que il y a des intérêts divergents par rapport à ces soins dits naturels. Oui, alors... mais naturellement, l'humain sait que ça existe et que ça fait partie de soi. Là, moi, je constate que j'ai de plus en plus parmi les personnes qui me contactent des personnes du monde médical qui s'ouvrent à ça. Mais oui. Et pas forcément des personnes très âgées. Il y a des jeunes qui arrivent et qui ont une ouverture d'esprit, qui ont une autre vision de ce qu'est le soin et la médecine, et qui prennent en compte la totalité du globe, du globe, j'allais dire, du corps, pour accompagner la personne et les soigner. Et je vois qu'il y a je vous dis, dans le monde médical, là, quelque chose de fort. Dans le monde j'ai tous les milieux qui viennent à moi, et je vous assure que ça s'ouvre de partout. Oui, c'est ça. En tant qu'être humain, l'humain, il sait que c'est quelque chose qui est vrai, qui existe, mais c'est plus au niveau, on va dire, plus industriel, au niveau... Bon, on va pas nommer. Oui, non, mais il peut y avoir des intérêts divergents. La pharmacie a soigné un nombre incalculable de personnes à travers le monde, c'est certain. Mais elle en a tué aussi beaucoup. Et c'est certain. C'est juste que ça puisse être complémentaire. Et j'ai une deuxième question, à moins que vous vouliez dire quelque chose. Non. Vous parliez de cet être-là qui était derrière Joséphine. Est-ce que vous lui avez posé les questions, qui il est, d'où il vient, tout ce qu'il souhaite, etc. Non. Non. D'accord. Je n'ai pas posé de questions. Vous avez parlé de quelqu'un qui guérissait grâce à des sons. Oui. J'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce qu'il habite Paris, par exemple? Non, mais il est décédé. D'accord. Il y en a d'autres. Oui. Si vous en connaissez? On vous en dira plus. Mais... Vous en connaissez d'autres personnes? Oui, on en parlera après. D'accord. Bonsoir. Oui, en fait, Bonsoir. Je ne vous cache pas que j'étais venu pour le pied à gauche de la petite Isou, mais j'ai compris qu'en ce moment, vous êtes quand même pas mal occupé. Moi, ma question à moi, puisque là, ça sera plus dans votre domaine, est-ce qu'il y a des lieux, on dit telluriques ou je ne sais pas quoi, des lieux qui sont plus propices à votre don, de l'amplifier, de le rendre plus concret, quoi. Des lieux qui sont porteurs, il en existe partout, à travers le monde. Il suffit simplement mais le lieu peut être très bénéfique pour quelqu'un et pas forcément pour son voisin. Chacun doit trouver l'endroit où il va bien se sentir et être en pleine harmonie avec lui-même et avec la nature. Il y a des lieux où vous êtes submergé par une émotion et d'autres où vous êtes refoulé. Mais ce n'est pas forcément la même chose pour votre voisin qui va peut-être être submergé en rentrant dans le lieu où vous avez été refoulé. Donc des lieux, des lieux étonnants, il y en a une multitude. Je voulais vous poser une autre question. Vous savez, dans les salons de médecine douce ou des choses comme ça, on voit, alors je ne sais pas si ça repose sur une réalité, mais il y a des gens qui prétendent qu'en faisant une photo Kirliam, on va pouvoir voir la vitalité de quelqu'un, sa santé. Est-ce que ça repose sur un fond Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas mettre en doute. Je ne connais pas ce domaine. Moi non plus, je ne connais pas. Et le fait qu'actuellement, il y a un nombre assez important, et je parle sous le contrôle de Rémi, d'appareils qui détectent les auras, qui voient les... Il en existe. Il y a certains praticiens qui travaillent que comme ça, et je peux pas me permettre de les juger. Merci. Merci. Il y a une autre, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout au long, vous avez parlé de ce cinéaste, j'ai fait le film documentaire sur plusieurs sujets. Alors, tout au long, vous avez parlé
le mot policier, ça veut dire quoi? Le rôle de policier, toujours mal entendu. La quoi, monsieur? Le mot police. La mot police. Le rôle de police, c'est mal entendu. À cause de là, on peut aider les sous. Alors, quand j'étais à Fac au Pakistan, il y a quelque chose de très bien passé. Ça veut dire quoi, la police? P, politesse. Polite, un certain politesse. O, obédiente. Obéit les ordres. Obéir. L, loyauté. Loyauté. I, intelligence. C, courageous. Et enfin, O comme énergétique. C'est ça le rôle de policier. C'est pas la Très peur. beau. C'est très très beau. Très très beau. C'est au même titre. Là, alors là, vous voyez, j'arrête pas de parler, moi, dans des médias, et je dis toujours, arrêtez de parler de force de l'ordre. Oui, oui. Il faut dire gardien de la paix. Gardien de la paix. Ou force de sécurité. Voilà. Et ça, c'est du positif, plutôt que de parler de force de l'ordre. Et lorsqu'on parle de force de l'ordre, c'est toujours... ça a un côté péjoratif qui est négatif. Alors que gardien de la paix et force de sécurité, c'est mieux. Mais la définition du mot police au Pakistan me plaît beaucoup. Ça, je l'ai entendu quand j'étais à la fac. Ok, donc ici, une question devant. Juste après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir Isabelle, merci beaucoup. Bonjour. J'avais une question sur les mots que vous mettriez sur l'expression de votre don, c'est-à-dire en termes peut-être de qualités humaines, de qualités physiques, les mains, ou quel mot vous mettriez sur cette expression? Là, le mot est réducteur, vous ne trouvez pas? Oui, mais enfin, vous avez parlé d'intuition. Oui. Je voulais savoir si vous aviez d'autres mots pour illustrer cette qualité particulière en termes de caractéristiques, de spécificité en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, moi, je suis dans l'acceptation de qui je suis et de ce que je suis. Quand vous me parlez de perception, j'accepte ces perceptions. Quand vous me parlez de ressenti, j'accepte. Le mot acceptation, pour moi, est important. Dans la définition du soin, il faut accepter ce que l'on fait sans... J'ai un mantra dans le livre qui est « Je n'ai aucun doute sur ce que je fais, je n'ai que des incertitudes quant au résultat ». Cette phrase, il faudrait que tout à chacun il se l'approprie et de se dire, mais effectivement, n'ayons aucun doute sur l'action qu'on mène, n'ayons aucun doute sur ça. Soyons dans l'acceptation de réussite, soyons dans l'acceptation de l'échec. D'accord, c'est clair. Entre Noël et Nouvel An, j'ai accompagné un jeune garçon de 5 ans qui était en fin de vie. Il faut être dans l'acceptation de ça. Il faut se dire... Il y a du bien derrière. Même si c'est pas audible par les parents, à l'heure actuelle, c'est impossible, mais il y a du bien derrière. Mmh. Merci. Ok. Un monsieur derrière. Merci. Est-ce qu'il t'est arrivé de soulager des gens en distanciel, des gens qui ne sont pas dans ton cabinet, qui sont éloignés géographiquement de toi? Alors Philippe, oui. Il m'est arrivé de soigner à distanciel, mais le soin en distance, ça me... À l'heure actuelle, je réponds pas aux soins en distance parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps aussi. Et il faudrait que je fasse ça en dehors des heures de cabinet. Et à ce moment-là, je peux plus. Donc oui, il m'est arrivé de soigner... Le cas le plus typique, c'est avec les brûlures. Une brûlure, Philippe est un ancien collègue. Avec lui, on a fait la police. On a travaillé dans la police, donc on se connaît. Et il y a eu un collègue qui était parti faire au sport d'hiver. Ils étaient partis à 3 ou 4 et un soir un peu plus particulier que les autres, il y en a eu un qui a posé la main sur une plaque chauffante. Donc il avait la main, une partie de la main était restée sur la plaque chauffante. Donc à l'intérieur du groupe, il y avait un gars que je connaissais très bien, Freddy, qui m'a appelé en me disant
faudrait faire, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je lui ai dit, passe-le-moi. Donc il me l'a passé au téléphone. Et même pour eux, là-bas, c'était étonnant. Au fur et à mesure que je pratiquais, la rougeur s'estompait et il n'y avait plus mal et ça a fonctionné. Donc oui, les soins à distance existent. En ce qui me concerne, j'ai pas le temps de le faire. Je le fais, mais quand je dis j'ai pas le temps, j'en fais, mais de façon épisodique. J'ai besoin d'un contact auditif avec la personne pour pouvoir capter quelque chose. Alors moi, c'est ma façon de faire. Hein. Et si j'ai une photo en appui, c'est encore mieux. Et oui, je soigne à distance, mais pas de façon régulière. Actuellement, là, comme je vous ai dit, je m'attendais pas. Moi, lorsque je sors ce livre, c'est pas pour augmenter le nombre de personnes qui viennent me voir, c'est pour faire comprendre aux gens que tout à chacun, on a la capacité de soigner. Souvent, je dis, mais il y a des mères ici, les mères sont les premières soigneuses, c'est les premières à pratiquer le magnétisme et le soin. Quand l'enfant il tombe, la mère approche, lui fait un bisou magique ou lui met la main, et il n'y a plus mal. Mais prenez conscience de ça, que c'est un geste aussi basique que ça, le soin. Le soin, c'est tout à chacun, on est capable de soigner. Et mon livre a été fait pour inciter les gens à prendre conscience qu'on a toutes les capacités de faire quelque chose pour améliorer ce monde. Pour moi, c'est évident. Ce que vous venez de dire me fait rebondir sur ma question. Vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez eu cette première expérience qui vous a été rapportée par votre sœur, je crois, sur le chien que vous avez soigné la première fois. Ouais. Mais comment vous avez vécu la découverte de ce que vous faites? Ça m'intéresse de le savoir pour des raisons voilà, je suis venue à votre rencontre ce soir. J'aimerais savoir comment vous avez vécu la découverte de ce que vous êtes capable de faire. Je l'ai vécu. En gros, j'ai besoin de conseils. Non, voilà. Mais oui, j'ai bien compris, mais acceptez ce qui vous arrive. Acceptez de percevoir des sons, acceptez de voir des choses, acceptez de ressentir des choses, acceptez tout ça. Soyez dans le mot acceptation que je disais précédemment, c'est ça. Et surtout, il ne faut pas être dans la peur. Il faut être vraiment dans la notion je prends ce qu'on me donne, je prends la totalité des informations qu'on me transmet. Après, il faut en faire bon usage. En faire bon usage, c'est éviter l'interprétation. Quand vous captez quelque chose, n'interprétez pas. Vous captez quelque chose, c'est tout simple. Vous captez. Maintenant, vous captez un nom, vous captez un nom. Vous avez une image d'un immeuble qui s'effondre, vous avez eu l'image d'un immeuble qui s'effondre. Il n'y a pas d'interprétation. La notion de ce qui affole les gens, qui commencent à percevoir, c'est l'interprétation. Et cette interprétation est nocive. Soyez dans le plus naturel possible. Vraiment dans l'acceptation que les informations vous viennent et vous les acceptez. Après, il y a des informations que vous pouvez retransmettre ou donner, mais évitez l'interprétation. Et pour vous, pardon ? Ouais, c'est puissant, oui, mais comme on n'est rien, c'est pas très puissant. Voilà, comme vous savez, on est quoi là? On n'est rien du tout. On n'est rien et on est tout. On n'est rien, mais on est tout, parce qu'on a tout en nous et on n'a rien en nous. Voilà. Et, il m'était venu une phrase au mois de juin dernier, c'était « T'es rien, t'es rien ». Voilà. Le terrien que je suis n'est rien. T'es rien, t'es rien. Mais dès l'instant où les gens vont comprendre que t'es rien, ça fera avancer les choses, hein, dans ce monde-là actuel. Hein. Quel progrès ça serait. Ok, restons sur ce progrès, Robert. Merci beaucoup. Merci. Encore voilà quelques applaudissements.